Deuxième partie, la croissance économique a-t-elle des inconvénients? Alors en fait, elle en a deux. Tout d'abord, la croissance économique s'accompagne d'inégalités de revenus. C'est ce que nous verrons dans une première sous-partie. Ensuite, nous verrons le deuxième inconvénient, c'est que la croissance économique nuit à l'environnement. Premier inconvénient majeur de la croissance économique, c'est qu'elle s'accompagne d'inégalités de revenus. La croissance économique, c'est la hausse du PIB. Donc le pays, sur plusieurs années, connaît une hausse de sa production, une augmentation de ses richesses. En revanche, souvent, cette croissance économique s'accompagne d'une répartition de cette richesse assez inégalitaire. On va essayer de comprendre pourquoi. En fait, une source importante de la croissance, une de ses causes, une de ses origines, c'est l'innovation et le progrès technique. Or, l'innovation et le progrès technique ont besoin d'institutions, de règles juridiques comme le brevet, et ces institutions auront tendance à créer et à intensifier les inégalités. Essayons de comprendre pourquoi. En prenant le brevet. Le brevet, pour rappel, c'est un titre de propriété qui va accorder à une entreprise un monopole, c'est-à-dire l'exclusivité sur la vente, la production d'un bien. Autrement dit, l'entreprise qui brevette un prototype est seule sur le marché à pouvoir produire et vendre ce bien. Et le fait d'avoir un monopole pour l'entreprise va lui permettre de réaliser des profits, des bénéfices très importants. Ces bénéfices importants, on appelle cela une rente de monopole. En fait, ces bénéfices importants vont être distribués à ses dirigeants, à son président, à ses actionnaires qui ont investi dans l'entreprise auparavant. Et en fait, ces individus-là, ces dirigeants d'entreprise, etc., vont avoir des revenus qui vont augmenter de manière très très importante, alors que le revenu des autres individus de la même société n'auront pas augmenté. Et alors on assiste à un creusement des inégalités entre ces individus appartenant, travaillant dans des entreprises innovantes et ayant déposé des brevets, et ceux qui travaillent dans d'autres secteurs moins innovants. Un exemple très récent, on a vu apparaître de nouveaux millionnaires et de nouveaux milliardaires, et notamment le PDG de Moderna, l'entreprise qui a créé un vaccin contre le Covid, par exemple. Et Moderna avait breveté ce vaccin, et ensuite les vaccins ont été vendus en quantité très importante, et les profits de cette entreprise ont été importants, permettant donc à ses dirigeants, à ses actionnaires, d'avoir des revenus qui augmentent bien plus que le reste de la population. Et c'est en ça qu'il y a des inégalités qui augmentent. Deuxième argument qui permet de comprendre pourquoi les inégalités augmentent avec la croissance économique, c'est que l'innovation repose sur le processus de destruction créatrice. Donc revenons un peu sur ce phénomène. Lorsque le progrès technique émerge, lorsqu'une nouvelle idée est concrétisée avec un nouveau produit, etc., il va y avoir une destruction d'emplois dans des secteurs dépassés, moins productifs, moins compétitifs. Donc des secteurs vont tendre à disparaître et des emplois vont disparaître, créant ainsi du chômage. Normalement, la destruction d'emplois s'accompagne d'une création en même temps d'emplois dans des secteurs plus innovants, plus modernes, plus compétitifs, plus productifs. Mais pour qu'il n'y ait pas de chômage et pas de perte de revenus pour les individus, il faut que ceux qui perdent leur emploi dans les secteurs traditionnels plus anciens soient embauchés à nouveau, soient recrutés dans les nouveaux secteurs. Or, parfois, il y a des difficultés à former les individus, et donc des personnes qui ont travaillé des années dans d'anciens secteurs vont tout simplement perdre leur travail et perdre ainsi des revenus. Tandis que les individus qui pourront être recrutés et qui travaillent dans les secteurs innovants, porteurs de haute technologie, eux auront des revenus qui augmenteront. Donc on a certains individus qui se retrouvent au chômage du fait du progrès technique, qui perdent leur emploi, et qui peinent à en retrouver un. Alors que d'autres, ceux qui sont embauchés dans les secteurs innovants, auront des salaires de plus en plus importants. Et donc là encore, on a une inégalité de revenus entre les agents économiques. Alors je parle d'inégalité, effectivement la croissance économique s'accompagne d'inégalités, mais comment est-ce que les économistes mesurent les inégalités? Alors en fait il existe deux indicateurs d'inégalité, on va commencer par le plus simple,
L'indice de Gini. L'indice de Gini, c'est un indice qui va de 0 à 1 ou de 0 à 100, en fait, si on le multiplie par 100, mais ça ne change rien, l'idée est la même. 0 étant l'égalité parfaite ou l'égalité totale, c'est-à-dire un pays où les individus ont exactement le même revenu. Voilà. A l'inverse, 1 ou 100, c'est l'exact opposé. C'est une situation où l'inégalité est totale. Un seul individu possède toutes les richesses du pays et les autres n'ont rien. Alors évidemment, c'est deux extrêmes. Aucun pays n'a un indice de Gini de 0 ou de 1. En fait, les pays se classent plus ou moins entre 0 et 1 en fonction de leur degré d'égalité ou non. Par exemple, la Suède est reconnue comme un pays plutôt égalitaire et a un indice de Gini de 0,28 ou de 28 si on multiplie par 100. La France n'est pas très loin derrière avec un indice de Gini de 0,32, tandis que l'Afrique du Sud a un indice de Gini de 0,63, classant ainsi l'Afrique du Sud dans les pays quand même plus inégalitaires. Deuxième indicateur qui permet de mesurer les inégalités, c'est les déciles. Alors les déciles, vous l'avez peut-être vu en maths, vous avez peut-être été traumatisé par ça. Je vais essayer de vous expliquer cet indicateur, cet outil statistique, de manière la plus simple possible. Donc on va prendre une population. Une population, on s'en fiche de sa taille, et on va la diviser en 10 groupes de parts égales. Donc 10 groupes de même taille. Il y a le même nombre d'individus dans ces 10 groupes-là. Donc si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, on a un total d'une population, on la divise en 10 groupes, chaque groupe représentant 10% de la population. Mais on ne va pas les classer n'importe comment. On va commencer par les 10% les plus pauvres, donc ceux qui ont les revenus ou les salaires les plus bas. Ensuite, on mettra les 10% qui sont juste au-dessus. Ensuite, on va remettre les 10% qui sont juste au-dessus, etc., etc. On va classer en fait des plus pauvres aux plus riches. Donc on a les 10% les plus pauvres, et ensuite on a les 90% restants qu'on classe aussi en fonction de leur niveau de salaire ou niveau de revenu. Et on va les séparer. On va séparer les 10% les plus pauvres, des 10% qui sont juste au-dessus, des 10% qui sont juste au-dessus, etc., etc. Donc on a 10 groupes qui représentent chacun 10% de la population. Et en fait, qu'est-ce qu'un décile? Un décile, ce n'est pas les 10% les plus pauvres, comme beaucoup d'élèves ont tendance à le croire. Non. Les déciles, c'est la séparation. C'est ce que vous voyez comme les traits. C'est la séparation entre les 10% les plus pauvres et les 90% restants, par exemple. La séparation, concrètement, c'est un salaire. Je peux dire qu'il y a, par exemple, un salaire, imaginons 1000 euros, pour lequel il y a 10% qui sont en dessous et 90% de la population qui sont au-dessus. De la même manière, je peux dire qu'il y a un niveau de salaire pour lequel il y a 20% qui sont en dessous et 80% qui sont au-dessus, etc., etc., etc. Le premier décile, appelé D1, c'est justement ce niveau de salaire ou niveau de revenu qui va séparer les 10% les plus pauvres des 90% restants. D2, c'est le niveau de salaire ou de revenu qui va séparer les 20% les plus pauvres des 80% restants. Et ainsi de suite pour D3, D4, D5, D6, etc. Et D9. D9 nous intéresse parce que lui, il sépare les 10% les plus riches des 90% restants. Vous voyez, c'est une séparation le décile. C'est pour ça que, si vous remarquez, il y a 10 groupes, mais il n'y a que 9 déciles. Il n'y a pas 10 déciles, hein. Il n'y en a que 9. Il n'y a que 9 séparations entre les 10 groupes. Et donc, si vous avez bien compris cette logique, ce qui va nous intéresser, c'est D1 et D9. Voilà. Le premier décile et le 9e décile. On va les prendre et en fait, on va effectuer deux calculs avec. Premier calcul, le calcul de l'écart interdécile. On va tout simplement soustraire D9 moins D1. Voilà. Et le deuxième calcul, c'est le rapport interdécile D9 sur D1. Plus cet écart ou ce rapport interdécile est grand, plus les inégalités sont grandes. Et plus cet écart ou rapport est faible, plus les inégalités sont faibles. Deuxième inconvénient de la croissance économique, c'est qu'elle nuit à l'environnement. Listons rapidement des effets néfastes de la production de biens et services sur la nature, la biodiversité et l'environnement. Tout d'abord, la production de biens et services s'accompagne du rejet de gaz, dits gaz à effet de serre, comme le méthane et le CO2, qui vont générer une élévation des températures. L'élévation de ces températures va s'accompagner de fonte de glace dans certaines régions et de l'élévation du niveau des mers.
À terme, certaines îles, certains territoires, certains littoraux sont condamnés à être grignotés par les mers. Derrière l'élévation des températures, il y a aussi l'acidification des océans et donc la disparition possible, la menace d'espèces aquatiques. Notons aussi le dérèglement du cycle de l'eau, sécheresse et fortes précipitations. Nous pouvons penser alors que sécheresse et fortes précipitations se compensent, mais non. Par exemple, les fortes sécheresses, donc le fait qu'il ne pleuve pas pendant des mois, va en fait assécher les nappes phréatiques, et lorsqu'il pleuvra à nouveau, en fait les nappes phréatiques ne pourront pas absorber le surplus d'eau, et c'est comme ça qu'il peut y avoir des inondations. Donc il y a un cycle de l'eau, et les trop fortes sécheresses et les trop fortes précipitations ne se compensent pas. Enfin, la production de biens et services épuise les ressources naturelles, celles qui sont non renouvelables, ou parfois celles qui sont renouvelables. En fait, la production de biens et services les utilise de manière tellement intense qu'elles n'ont pas le temps de se renouveler. Par exemple, la déforestation de l'Amazonie. Donc pour toutes ces raisons, la production de biens et services nuit à l'environnement. Face à ça, quelles solutions peuvent être envisagées? Alors en fait, les économistes, et plutôt certains économistes, pensent qu'il y a une solution que vous avez vue dans la première partie, c'est le progrès technique et les innovations. Pourquoi? Ils se disent, si la production humaine nuit à l'environnement car il y a la pollution, etc., et bien peut-être qu'un jour, le progrès technique, les innovations, nous permettront de produire de manière plus responsable. Voyons deux arguments. Le progrès technique peut prendre la forme d'une nouvelle source d'énergie. Une nouvelle source d'énergie qui serait renouvelable. Pensons par exemple à l'éolien, ou à l'hydrogène, ou encore à l'énergie solaire. Un autre type de progrès technique, ce serait le fait d'inventer un nouveau produit consommant moins d'énergie. Pensons à une voiture qui consommerait beaucoup moins d'essence. Donc pour certains économistes, le fait d'innover à nouveau nous permettra d'avoir soit des ressources renouvelables qui ne porteront pas atteinte au stock d'arbres, de pétrole, etc. Ou le progrès technique pourra prendre la forme de nouveaux produits qui consomment moins d'essence, moins de pétrole, moins d'électricité, etc. Pour ces raisons-là, pour certains économistes, la solution aux limites écologiques de la croissance, c'est le progrès technique et l'innovation. Petit point hors programme pour les plus curieux, je vais rapidement vous expliquer que le progrès technique n'est pas forcément la solution miracle aux limites écologiques de la croissance. Prenons un exemple simple. Une nouvelle voiture est inventée, donc une innovation, un nouveau produit, une nouvelle voiture qui consomme peu d'essence. Donc cela semblerait logique de penser que la consommation d'essence va diminuer. On invente une voiture qui consomme moins d'essence, normalement le pays va moins consommer d'essence. En fait, c'est pas forcément le cas. Je vais vous expliquer ça avec deux arguments. La consommation risque même d'augmenter. Là vous dites, mais comment ça? J'essaie de vous expliquer ce paradoxe. Tout d'abord, si votre voiture consomme 2 fois moins d'essence, cela signifie que pour vous déplacer, vous dépensez 2 fois moins d'argent. Comme vous déplacer avec votre voiture ne vous coûte presque plus rien, vous êtes peut-être tenté de l'utiliser beaucoup plus. Et finalement, là où vous auriez pu faire une économie, vous allez dire, finalement, je vais aller beaucoup plus souvent en week-end, je vais aller beaucoup plus loin, etc. Parce qu'encore une fois, votre voiture, elle est économique, elle vous coûte pas énormément en essence. Donc vous allez peut-être utiliser cette possibilité d'aller plus loin, d'utiliser plus souvent. Parce qu'encore une fois, utiliser votre voiture vous coûte moins cher, du fait des économies d'essence. C'est la première chose. C'est comme si finalement votre consommation d'essence rebondissait après avoir diminué. Mais il y a un autre effet, c'est de dire, voilà, vous avez une voiture, elle consomme moins d'essence, vous pouvez vous dire, voilà, je vais moins consommer d'essence, je ne vais pas essayer d'aller plus loin, mais comme vous faites des économies, vous allez peut-être utiliser cet argent pour voyager en avion le week-end ou pendant les vacances au Portugal. Grâce aux économies, en fait, vous faites de nouvelles dépenses qui vont elles-mêmes induire de la consommation d'énergie et de la pollution. Pour ces deux raisons, la consommation d'essence, en fait, et d'énergie ne baisse pas grâce au progrès technique. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. En fait, la consommation augmente de par ces deux arguments.